Eh bien écoutez, c'est le temps des échanges libres avec la salle. Et je vais, pour cette fois, d'habitude c'est moi qui me promène dans la salle pour faire passer le micro, mais je vais laisser à notre doyen Charles de s'en faire. On a une première question de Guilhem. Du chemin pour rebondir sur la remarque sur la faculté Jean Monnet, qui a été effectivement une construction un petit peu particulière. Tu as parlé des histoires d'adjoints au maire, etc. Effectivement, c'était effectivement le cas. Le doyen Georges Venel a décidé de décentraliser une partie de sa licence. Et il se trouve que l'adjoint au maire de Sceaux était aussi l'un de ses premiers assesseurs. Et donc, il lui a tout simplement dit « Georges, il y a un terrain, prends-le ». Il n'était pas destiné à accueillir un lycée, je crois que tu as dit un lycée, mais l'IUT de Sceaux à l'origine. Ils ont trouvé un autre terrain ensuite pour l'IUT. Mais c'était comme ça que la faculté est née. C'était des préfabriqués au départ, et ensuite il y a eu des constructions dans les années 2000 pour en faire la grande faculté qui est aujourd'hui la faculté de Lyon. Bonsoir, merci à tous les trois pour cette présentation très exhaustive et très diverse, qui nous permet d'avoir un beau panorama sur l'aménagement et les corrélations qui peuvent être faites avec l'université. Je suis Guilhem Stern, je suis enseignante à l'IUT de Sceaux, donc pas trop loin. Je travaille également sur le plateau de Saclay et une observation que je fais, c'est que, enfin, en tout cas beaucoup, c'est qu'il y a peu de logement étudiant. Et votre cartographie nous a fortement intéressés au moment, vous l'avez soulevé plusieurs fois. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet, notamment au conseil d'administration, sur ces problèmes d'aménagement, de logement étudiant. Les écoles en préemptent certaines, les universités n'ont pas l'habitude de loger leurs étudiants réellement. Et je me posais la question, parce que si vous allez un peu à Saclay, ça revient un petit peu sur ce que vous disiez. Pendant les cours, il y a une certaine animation de la ville. Mais dès que les cours sont finis, ben c'est désert. Et voilà, sur l'aménagement, le rôle, l'acteur local, économique, je l'entends. Comment on peut allier cette difficulté de pouvoir accueillir quand même ces jeunes, malgré le fait que, après une pression pour les locaux qui se battent sur le d'entre eux, mais quand même, c'était cette interrogation que j'avais pour rebondir un peu sur l'intervention. Se rapprocher à la fois de il n'est pas étudiant avec ça qui m'a transport à... Je peux donner des éléments de réflexion historique. La question du logement étudiant et donc de la vie étudiante, de ce que doit représenter ces années de formation par rapport à la société, est une question de fond qui s'est posée de très très tôt. Supélec, par exemple, n'avait pas d'internat, et volontairement, parce que les étudiants qui, en théorie, avaient déjà fait un premier cycle ou une première école d'ingénieur, etc., étaient censés déjà être des jeunes adultes et les concentrer dans une caserne universitaire, ils ne le disent pas comme ça évidemment, mais les concentrer dans un lieu soustrait à la vie de la cité, les empêchait de se développer en tant qu'ingénieurs avec cette connaissance du monde et du réel. Et donc ils avaient fait le choix, quand ils étaient à Paris, de ne pas avoir d'internat et d'encourager le logement, on louait des chambres chez les particuliers, ce genre de choses. Et quand ils sont arrivés à Gif, ils n'ont pas eu le choix que de construire une résidence étudiante parce qu'il fallait bien loger quelque part. Mais quand il y a eu des plans d'aménagement du plateau dans les années 60-70, cette question-là est récurrente, de ne pas avoir un domaine qui s'éteint à 6 heures du soir et de ne pas avoir des zones désertes en été quand les étudiants sont partis, au contraire d'avoir une interaction, un taux maximal, je ne sais pas, un tiers peut-être, d'enseignants, chercheurs, étudiants pour qu'une vie de cité normale se développe autour, au-delà de, même si c'est une cité à caractère universitaire. Ce que ça a donné après. Je vois deux dimensions. La première, c'est la nature du logement étudiant, c'est-à-dire que pour nous, il y a un vrai enjeu, en tout cas au niveau du site bordelais, c'est qu'il y a beaucoup de logements étudiants. Mais quel est le type de logement étudiant que vous allez avoir ? C'est-à-dire que vous allez avoir la multiplication des logements étudiants de promoteurs privés, ou est-ce que c'est du logement social conventionné, qui est, en fait,
fallait avoir des étudiants, et donc il y aura des étudiants pour le remplir, toujours. Donc voilà, il y a une stratégie à avoir sur ça, sur le fait aussi par exemple, quand il y a des acteurs comme le Crous qui interviennent, qui construisent des résidences de logement social étudiants, il y a cette dimension d'aménagement, c'est-à-dire que aujourd'hui, de plus en plus, j'allais dire de plus en plus, il y a de l'animation, mais pas forcément. On a des exemples récents qui disent que voilà, c'est en tout cas un regard à avoir dans les projets qui sont proposés. Est-ce qu'il y a une animation au sein des résidences? Et les acteurs du logement social étudiant n'ont pas forcément cette dimension, parce qu'ils sont aussi astreints à des coûts de sortie des logements. Voilà, il faut que les opérations soient équilibrées et que le logement il puisse sortir à un coût où c'est un studio à 300 ou 400 euros, en tout cas sur la région bordelaise. Donc voilà, quelle est cette animation qu'on offre aux étudiants qui sont dans des logements sociaux. Et ensuite, derrière, l'animation du campus, c'est un vrai... nous, c'est un vrai débat qu'on a au sein même des services de la métropole. C'est-à-dire que, est-ce qu'on fait des sites où l'objectif, c'est la performance en matière d'enseignement supérieur et de recherche, donc ce qui se passe le jour, c'est-à-dire qu'on doit porter au plus loin la qualité des infrastructures, la qualité pour ce qui se passe le jour, ou est-ce qu'on en fait un quartier de ville pour ceux qui vont y venir, mais ne pas forcément contribuer à ces activités? Donc, j'ai pas de réponse parce que c'est un débat qu'on a vraiment au sein et des oppositions au sein de la métropole. On a des exemples de logements familiaux avec des activités qui sont situées en cœur de campus et puis qui sont à proximité d'un foyer étudiant d'une école d'ingénieurs. Ça se passe pas très bien. Donc la cohabitation, il faut aussi la gérer parce que ce sont des activités de fait un peu plus discrètes qui vont s'organiser au sein même des établissements, mais pas forcément en façade, et qui vont de fait créer des externalités négatives, en tout cas pour les populations qui s'implanteraient sur le site. Pas de réponse. Peut-être un peu en complément sur ces questions logement, et puis avec ce que je peux observer à l'échelle de la région de Nouvelle-Aquitaine. En fait, on a des contextes territoriaux très différents. Enfin, voilà, on a des problématiques fortes, alors sur Bordeaux, on sait, mais aussi sur le littoral, La Rochelle, c'est un peu une horreur, sur la Bayonne, etc. Bon. Poitiers, beaucoup moins, encore que parce que c'est une ville plus petite, parce qu'il y a, et encore, il y a quand même des problématiques qui émergent. Donc ça veut dire aussi que les réponses à apporter sont... Enfin là, ça permet de plaider pour des approches très territoriales, finalement. Posons la question dans un contexte, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et bon, voilà, est-ce qu'on peut faire peut-être pour régler les problèmes à Bordeaux, à La Rochelle ou à Poitiers, etc. Ce sera sans doute pas les mêmes choses, mais à chaque fois, on voit qu'il y a des... Alors ça, c'est peut-être un premier élément de réponse important des contextes. Et puis sans doute, et c'est un peu en lien avec votre intervention, quoi, l'importance de décloisonner la réflexion, c'est-à-dire se dire, bon, on se pose la question de logement étudiant, ok, mais il faut réinsérer ça peut-être dans des problématiques logement, plus généralement, réintégrer la réflexion sur les dynamiques démographiques à l'heure, et qu'est-ce qu'on invente, qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, on a quand même cette difficulté-là, enfin, c'est ce que vous dites, quoi, c'est comment on peut avoir des réflexions un peu plus systémiques, qu'on dépasse son simple point, pour que ce soit mieux coordonné, qu'on intègre ça, qu'on anticipe aussi sur des évolutions. Enfin, alors c'est évidemment une complexité folle, mais ça me semble assez essentiel. Parce qu'après, on peut avoir des... Enfin, moi, je vois, par exemple, sur Poitiers, encore une fois, c'est une ville où le logement étudiant, ça va, il y en a, etc. Bon. Mais aussi parce qu'il y a tout un ensemble de logements, ça a été la mode à un moment, quoi. Tous les logements centre-ville, on les découpe pour en faire des petits logements étudiants. C'est bien qu'à un moment donné, il y en avait trop, voilà. Et puis là, maintenant, mince, comme bon. Donc, voilà, dans chaque contexte, il y a vraiment cet enjeu de dézoomer, quoi, décloisonner la réflexion et réfléchir en contexte pour voir un peu comment on peut faire. Peut-être aussi, il y a des vrais sujets aussi aujourd'hui sur arriver à trouver des solutions, comment dire, éviter l'irréversibilité, quoi. C'est-à-dire se dire qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse, mais en se disant on pourra faire évoluer ensuite. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à inventer aussi à ce moment-là. Si je peux me permettre d'intervenir sur ce sujet, parce que, et sans être trop centré, c'est vrai que le campus de la faculté est tout à fait singulier pour ça, parce que, précisément parce qu'il est né sur
sur un terrain qui n'avait pas la vocation au départ à être un terrain accueillant une faculté, une université, on est totalement enchâssé à l'intérieur d'un périmètre totalement résidentiel. Et donc c'est tout à fait singulier comme vie, y compris avec les voisins. Et pour la ville, une ville quand même de taille moyenne pour ce qui concerne la région parisienne, on est à 50 000 habitants, avoir 6 000 étudiants au milieu de ce quartier résidentiel, c'est pas forcément évident pour la municipalité à gérer. Et donc toutes les questions que vous souleviez sur un territoire beaucoup plus grand que celui de Bordeaux Métropole, nous le vivons un petit peu en petit, au niveau micro, sur la faculté, avec les problèmes de voisinage, de troubles du voisinage, etc. Et la recherche en logement aussi étudiant, évidemment, parce que c'est aussi ce que la municipalité cherche à nous assurer, avec la proximité du RER qui ne rend pas forcément les choses non plus très simples, parce que ces fameux 6 000 étudiants, ils ont tendance, proximité de Paris aidant, à vouloir être plutôt à Paris que sur le territoire C1. Donc tout ça change beaucoup la donne. Et alors il y a des choses qu'on n'a pas du tout évoquées, mais qui me semblent, moi, des pistes. En tous les cas, je sais que la ville de Sceaux y réfléchit régulièrement. C'est de trouver des mécanismes de résidence multifonctionnelle, c'est-à-dire notamment avec des liens avec les maisons de retraite, donc créer des espaces en fait intergénérationnels qui permettent en réalité de satisfaire un peu tout le monde et de recréer une communauté, une collectivité dans des résidences qui peuvent parfois manquer de vie et qui créent un petit peu des liens un peu différents au niveau humain. Donc merci pour votre exposé déjà. Donc Serge Edouard, moi je suis enseignant-chercheur à la faculté des sciences d'Orsay. C'est pas tout à fait le même campus. J'avais deux petites questions, une question un peu plus globale. Première question sur les études d'impact qu'ont les universités, l'Université de Poitiers pèse 520 millions d'euros. J'ai un peu l'impression, mais je peux me tromper, que ce type d'études est surtout faite aujourd'hui, hélas, pour démontrer que les universités ne coûtent pas, mais investissent. Et investissent notamment pour créer de la valeur dans leur territoire. J'ai un souvenir d'une étude au niveau, alors je ne sais plus si c'était la CPU à l'époque, qui démontrait que les universités françaises ou européennes, c'était un facteur 4 en termes d'emploi et un facteur 5 en termes de création de richesse. Donc on a vraiment ce sentiment que les universités ont toujours besoin de se justifier, qu'elles créent de la croissance, qu'elles portent de l'innovation et que ce n'est pas un coût pour la nation. Et j'ai un peu l'impression que ce type de choses arrive dans ce type de contexte. Il faudrait voir Poitiers pourquoi ils ont sorti ce chiffrage aujourd'hui. La deuxième question, c'est on a beaucoup, vous êtes beaucoup intervenu sur une université, un établissement d'enseignement supérieur arrive sur un territoire. Il faut le structurer. Alors on voit bien qu'il y a côté aléatoire de disponibilité du foncier. Moi j'avais une question, aujourd'hui les universités elles ont leur stratégie d'évolution du patrimoine, elles ont leur stratégie scientifique et aujourd'hui elles restructurent en fait leurs implantations. On l'a bien vu notamment de manière un petit peu, quand certaines universités ont menacé de fermer un certain nombre d'antennes. Et donc moi je voulais savoir un petit peu comment était vécu le départ Châtenay-Malabry, c'est pas loin, 70 000 m² de pharmaciens qui sont partis, plus je sais pas combien de centraliens qui sont partis. En Lorraine, Nancy-Metz, la fusion des universités a amené effectivement une recomposition des sites. Et donc ça aussi, les stratégies de l'université ont un impact sur le territoire et sur les collectivités territoriales. Et je voulais savoir, effectivement, on a un peu l'impression, par exemple à Châtenay-Malabry, que les choses sont relativement anticipées, accompagnées. À Cachan, c'est pas du tout le cas. À Cachan, ils sont en train d'essayer de garder cet espace-là pour être un espace d'enseignement supérieur, mais privé. Parce que les établissements publics sont partis sur le plateau. Et ma dernière question, qui est un peu plus globale, mais qui nous anime un petit peu, notamment avec quelques personnes qui sont dans la salle, c'est que je pense qu'en vous écoutant, vous avez deux logiques territoriales. Vous avez une logique d'aménagement du territoire. Service public, c'est à combien de distance, à combien de kilomètres je vais trouver un BTS, une licence,
etc. Donc ça, on est vraiment typiquement une femme enceinte, combien de minutes d'une maternité. Donc service public, usagers, aménagement du territoire. Et puis on a quand même une logique de cluster d'innovation, de territoire qui crée des synergies entre les acteurs du public et du privé. Et je me demandais comment c'est aujourd'hui, on est dans une logique de pénurie de ressources, ces universités pouvaient conduire les deux en même temps. J'ai un peu l'impression qu'on leur demande les deux, qu'elles ne peuvent plus faire les deux. Et je crois que sur le site de Sacré, on vit ça, cette logique d'aménagement du territoire pour des publics, leur permettre une accession sociale, et en même temps d'intégrer le top 10 du classement de Shanghai. Je crois que là, je ne sais pas comment les universités arrivent à gérer ces deux injonctions venant des collectivités territoriales et l'injonction venant de l'État, les Allemands, effectivement, avec les meilleurs en recherche. Voilà. Parce que c'est vrai que les chiffres que vous annonciez étaient très révélateurs de cette problématique. Et au fond, plus on est une université de recherche intensive, moins on a de proximité, et plus on est une université qui cherche à faire de l'insertion, je ne vais pas dire sociale, mais en tous les cas de l'insertion professionnelle, et plus on a cette proximité. Et à vouloir faire les deux, est-ce qu'on fait un peu finalement un peu d'eau tiède avec de l'eau chaude et de froide? Peut-être sur quelques éléments de réponse ou de réflexion, sur les études d'impact, je pense que en fait, beaucoup d'universités l'ont fait. Je crois que Bordeaux aussi l'a fait il n'y a pas très longtemps. C'est pour justifier. Enfin, regardez, on crée des choses, soutenez-nous, quoi. Enfin, on existe. Regardez ce qu'on apporte au territoire. Enfin, parce que il y a des enjeux, parce qu'il faut récupérer du financement de différentes entités, et donc voilà. Et donc on n'est pas juste, on apporte, on crée de la richesse. Donc c'est pour interpeller ensuite les collectivités. C'est sûr que les universités qui font ça, après, vont dire aussi à la région, pour dire regardez, on est, mais ce qui est très vrai quand même sur le fond, c'est-à-dire on est acteur du développement économique du territoire. Parce qu'il y a dans toute la littérature sur le développement économique des territoires, c'est gros focus, entreprises privées, etc. Alors, ça a évolué heureusement et il y a des travaux qui l'ont mis en évidence, mais ce qui fait vivre certains territoires, et un territoire comme Poitiers est emblématique là-dessus, c'est la fonction publique. Donc voilà, c'est ça. Donc il y a ça, j'ai envie de dire. Je trouve que c'est un exercice qui est pas mal à prendre avec ses mais c'est quand même pas mal de dire ça aussi. Regardez, il y a tout un ensemble de choses qui se passent autour, donc ne l'oubliez pas. Sur votre deuxième réflexion, là, sur les universités ont même leur stratégie, effectivement, réfléchissent, s'interrogent sur qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer à exister, pour être performant sur la base, etc. Avec certains qui vont dire mais pour continuer, peut-être on va faire une antenne, peut-être on va faire ça. Pourquoi pas, mais moi j'ai envie de dire justement attention, des choix à une certaine échelle peuvent être pertinents pour l'entité, mais non pertinents du point de vue de l'intérêt général. Donc heureusement qu'on a aussi, par exemple, les régions ont vocation à élaborer des schémas, notamment le schéma d'aménagement des territoires, et donc avec des enjeux justement. Ok, peut-être une université a envie de fermer une antenne, mais cette antenne elle peut être tout à fait importante pour les enjeux de formation, etc. Donc voilà, n'oublions pas des objectifs qui peuvent être utiles collectivement, même si pour l'entité à son échelle, elle le voit bon. Enfin, à mon avis, il y a quand même cet enjeu-là. Après, oui, alors c'est clair qu'il y a une espèce de débat ou d'injonction un peu contradictoire. Il faut être ultra performant, on va dire, côté recherche, et en même temps, ce qu'on a commencé à dire, il faut former la population locale, les jeunes issus du territoire. Donc on a l'impression j'ai quand même, de ce que j'ai en tête et des éléments empiriques dont on dispose, je pense quand même qu'il y a un récit qui est assez largement faux, quoi. Le récit consistant à dire que pour être performant du point de vue de la production de la recherche, du point de vue de l'innovation, etc., il faut concentrer à mort les meilleurs, et voilà, ce récit est largement non fondé empiriquement, quoi. Éventuellement, ça peut marcher peut-être, dire on va fusionner, on va avoir des grandes universités, il faut que tous les chercheurs signent avec
pour des objectifs de visibilité dans des classements internationaux, ça peut marcher. Moi, une fois, enfin pour rigoler, mais on a été plusieurs chercheurs à dire ça, si vous voulez qu'on soit dans le top classement de Shanghai, c'est pas compliqué, tous les chercheurs de France ont signe Université de France. Il n'y a plus qu'un établissement, c'est bon, hein, ça va monter vite. Ah, bon, pour dire, donc là, ok, mais ce sera un objectif de visibilité, ce qu'on aura fait, ça peut-être pas. Voilà. Sur, pour être plus performant, pour plus innover, faire de la meilleure recherche, est-ce qu'il faut se concentrer? Là, moi, je relativiserai beaucoup. Dans certains cas, ça peut être, on a ce type de configuration. On peut avoir ce type de configuration dans certains écosystèmes, peut-être là, sur Toulouse, par exemple, c'est un bon exemple. Beaucoup d'établissements, d'enseignement supérieur de recherche, des entreprises à proximité, etc. Il y a tout un ensemble. Là, ça marche bien. Mais on peut avoir d'autres modèles. Enfin, nous, typiquement, on a fait aussi des travaux sur cette question des relations sciences-industrie, par exemple, recherche, entreprise, etc. Sur Toulouse, Michel Grossetti a beaucoup travaillé là-dessus avec d'autres chercheurs. Oui, on a un écosystème local qui marche plutôt bien. Nous, moi, j'avais fait bosser une doctorante sur ce sujet-là sur Poitiers. En fait, Poitiers, c'est une configuration très intéressante. C'est une grosse université dans une petite ville, avec pas beaucoup de grosses entreprises à proximité. Est-ce que ça veut dire pour autant que les entreprises, que les labos ne collaborent pas avec les entreprises? Non, ça collabore à mort, mais pas en proximité. Les labos de sciences et tout ça, ils collaborent, hein, mais avec des entreprises qui sont à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, etc. Stratégie réseau. Et ça marche bien aussi. Et donc l'idée que pour être performant, pour développer des relations sciences-industrie, pour innover, etc., il faut que ça joue dans la proximité physique. Non, enfin, en tout cas, ça peut être interrogé. Ça peut marcher parfois, mais on peut avoir d'autres modèles organisationnels. L'enjeu, c'est plutôt avoir des mécanismes d'incitation. Si on veut que se développent les relations sciences-industrie, il faut des systèmes d'incitation à ces collaborations sciences-industrie. Et un système d'incitation à des collaborations locales ou non locales, peu importe. Ah, on met en place TESTIF. TESTIF, c'est des systèmes d'incitation en collaboration sciences-industrie, d'une certaine manière. Et c'est pas forcément nécessaire que l'entreprise et le labo soient dans la même ville, etc. Voilà, les acteurs répondent aux incitations. Donc si on veut développer des choses, voilà, mais sans être dans un modèle trop figé ou trop unique. Enfin, en tout cas, et si on a ça en tête, je pense qu'on peut assez vite s'apercevoir qu'il y a des façons un peu intelligentes de rendre les deux objectifs essentiels non contradictoires, non orthogonaux, on va dire. Et que, en fait, oui, on peut continuer à faire de la bonne recherche dans tout un ensemble de sites. Et il y a des travaux aussi qui ont été faits sur la recherche dans les antennes universitaires. Ça publie, et il y a de la recherche intéressante. La différence qu'on trouve, c'est pas forcément en termes de capacité à faire de la recherche, c'est la nature de la recherche, qui est souvent effectivement plus appliquée, parce qu'on a des labos qui sont plus en lien avec le système local, etc. Je reprends, c'est pour illustrer, mais effectivement, entre l'Université de Poitiers, l'antenne senior, où on a des labos qui sont focalisés sur assurance, risque, etc. Donc plus connectés au tissu local, et ça marche bien. Enfin, il y a de la bonne recherche, mais beaucoup plus appliquée que ce qu'on a parfois dans l'Université de Poitiers. Donc, je pense qu'il y a tout ça à interroger, quoi. Et quand même, voilà. On peut rendre compatibles les deux. Il nous faut des lieux de formation. Donc là, il faut enjeu aménagement du territoire. Et il faut donner des moyens aux chercheurs pour faire de la recherche. Et puis leur donner des moyens de circuler. Parce qu'encore, l'enjeu, enfin, je pense, je suis assez convaincu, c'est la circulation, c'est les réseaux, c'est l'insertion dans les réseaux, etc. C'est ça qui nous nourrit quand on est chercheur. C'est pas d'avoir comme. Il y a des endroits dans les universités où on n'a jamais échangé avec son voisin de couloir, parce que c'est pas le même labo, parce que machin, etc. Et en revanche, on est en lien très fort avec des gens distants. Enfin, voilà. Donc il y a quand même à réinterroger cette injonction au cluster. Bon, j'ai été pas mal. Non, très rapidement, le lien entre recherche d'excellence et territoire, il a été dans tous les grands appels à projets depuis la fin des années 2000. Donc c'était un prérequis dans toute la rhétorique de réponse aux appels à projets. C'était indispensable que ce soit l'opération campus, le premier PIA, avec les initiatives d'excellence. Voilà, donc c'était demandé. Et je partage totalement votre avis que c'est pour aller multiplier les sources de financement et se rencontrer, notamment les intercommunalités qui avaient quand même, ça commence à bien changer, mais qui avaient
qui était un peu plus confortable en termes de financement possible, et qui, avant la création des métropoles, n'avait de fait, à quelques exceptions près, n'avait pas le droit d'intervenir en soutien aux établissements. Donc, avec la loi MAPTAM, c'est devenu possible, et de fait, on a un soutien à l'enseignement supérieur aujourd'hui qui n'est pas obligatoire quand on parle de collectivité ou de PCI, et ça ne repose que sur la volonté des élus. Donc, on a sur cette dimension de territoire, on va aller, régler, donc on repose sur la volonté d'élus, donc on va aller aussi régler des problèmes du quotidien. Par exemple, le domaine universitaire à Bordeaux, c'est 60 000 étudiants quasi quotidiennement, on a un tram qui ne fonctionne pas bien, on a un engorgement des transports en commun. Il faut, de fait, et sauf qu'il y a d'autres personnes que les étudiants qui les utilisent, ces équipements. Donc en fait, ça vient traiter du problème du quotidien qui revient à la métropole. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a la volonté de développement économique. Donc c'est venir soutenir, c'est de la volonté d'élus, de venir soutenir du laboratoire de recherche d'excellence qui va venir regrouper des équipes en un même endroit, et on parle de dizaines de millions d'euros dans notamment les contrats de plan État-région pour venir soutenir des projets qui derrière peuvent avoir une retombée pour le territoire en matière de développement économique et de lien avec les entreprises. Donc c'est vraiment derrière territorialisé pour aller chercher des financements nouveaux qui ne sont plus assurés par ailleurs. Et il va y avoir dans les prochaines années un changement qui s'annonce assez radical là-dessus. Deux réflexions qui me viennent, Serge, sur la question. La première question sur l'offre de territoire de formation locale. Il y a quand même une grosse part de choix politiques. Pour prendre un exemple concret, quand Paris-Saclay offre en première année d'informatique 120 places, et que, au hasard cet exemple-là, et que Marne-la-Vallée propose obligatoirement au moins 300 places, où tous les enseignants-chercheurs font tous leur service et demi. Il y a une stratégie consciente et volontaire de faire du malthusianisme universitaire. Voilà, donc il y a une part de choix stratégique justement entre les obligations universitaires, entre le rang international et le terrain. On est d'accord. Paris-Saclay, ex-Paris-Sud, il y a 15 ans, c'est 30 000 étudiants. Paris-Saclay, les composantes universitaires, peut-être qu'on comprenne le jargon, c'est 30 000 étudiants. Donc il y a bien eu du malthusianisme, on a maîtrisé les flux d'étudiants. Les flux d'étudiants arrivés dans d'autres universités, mais elles ne sont pas arrivés chez nous. Alors si peut-être à Jean Monnet qui passe son record, je pense que non, pas spécialement. On est resté assez stable sur le nombre d'étudiants. Mais c'est sûr que chez nous, il a cru, si on compare les années 70 et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même proportion. On est passé de 600 à 6000. Et j'avais une autre réflexion, on n'a pas du tout abordé la question de Parcoursup. Parce que dans la logique même, dans le fait de rendre possible, dans le narratif qu'il y a que Parcoursup pour empêcher l'autocensure, où on ne s'interdit rien, ça conduit en pratique à tout tenter pour avoir quelque chose. Certains candidats ont une stratégie en fonction de leur faisabilité économique et distance. Ils ne vont pas candidater. Bon, ils vont faire des choix, mais sur une zone restreinte, mais un certain nombre va candidater tout azimut dans 10 licences différentes, on espère d'en avoir une. Et donc, en fait, la logique ou le narratif de Parcoursup, c'est la déterritorialisation complète, même si en pratique, derrière, justement, il faut assumer. Donc la question est faire un choix, finalement d'accepter ou pas là où on est pris. Et donc il y a cette dimension de rapport au territoire, à la distance et au choix de la formation en lien avec Parcoursup, dans cette logique-là qui pourrait être intéressante à regarder, même si je n'ai pas d'autres éléments d'analyse. C'est une question posée. Non, mais sur Parcoursup, oui, effectivement, l'idée c'est quand même à la base, on peut en dire plein de choses, il y a plein de. Mais
c'est d'ouvrir quand même l'ensemble des possibles aux jeunes, quoi, où qu'ils soient. Donc, voilà. Après, concrètement, alors faut actualiser les chiffres sans cesse. Pour l'essentiel, dans l'entrée dans le monde universitaire, enfin, c'est-à-dire post-bac, juste post-bac, hein, pour l'essentiel, dans toutes les universités, alors il y a des exceptions, justement, en Île-de-France, à certaines universités pareil, encore que là, ce que vous avez montré, c'est pas le cas, c'est du recrutement local, hein, c'est du recrutement régional, on va dire. C'est le bassin, voilà, reste quand même très local, on va dire. Après, ça bouge, mais disons, si déjà dans les espaces régionaux, on a des jeunes qui peut-être, mais c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, hein, c'est justement voir ça. Par exemple, là, ce qu'on souhaite faire, il y a des recherches qui vont commencer là-dessus, c'est à partir des données Parcoursup, avoir une analyse de la géographie des vœux des étudiants. Où est-ce qu'ils candidatent, en fonction de là où ils habitent. C'est-à-dire, quel est leur espace de prospection. Et là, on verra les différents. Bon, effectivement, les jeunes multiplient les candidatures. Certains, dans certains milieux sociaux issus, certains peuvent candidater très loin, etc. Mais pour l'essentiel, on reste sur quand même des vœux un peu... Mais voilà, ce qu'on veut regarder, c'est justement l'espace de prospection des jeunes en fonction de là où ils habitent. Parce que ça nous dit des choses sur la représentation des jeunes. Bon, voilà. Mais qu'on voit un peu ce que ça donne. Et éventuellement, comment ça évolue. Pour rebondir sur ce que vous disiez, on a reçu une docteure Estelle Baillier à l'occasion de la conférence sur la recherche qui avait fait sa thèse sur le génopole d'Evry, c'est quelque chose de très précis, et qui aboutissait aux mêmes conclusions que ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que la volonté de créer une synergie de proximité entre les laboratoires de recherche et l'industrie, médecine, pharmaceutique, etc., en interrogeant les acteurs, ils soulignaient que c'est pas parce qu'on avait le bureau d'à côté qu'il y avait cette synergie. Et le projet qui était beau sur le papier, si vous voulez, avait du mal à prendre des questions purement humaines. Et que c'est peut-être autrement, en tout cas, qu'on peut penser les questions de réseau. Donc voilà, pour réagir sur ce que vous avez dit, en fait, il y a quand même un terme qui ressort beaucoup, c'est le terme de stratégie. Donc on a le sentiment qu'on est passé dans une ère où tous les acteurs de l'enseignement supérieur sont sommés d'avoir une stratégie. On ne parlait pas de stratégie étudiante il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, les étudiants sont sommés d'avoir une stratégie en raison des outils qui leur sont proposés, Parcoursup. Et donc, il y a toute une logique ou une philosophie derrière et qui peut être un petit peu pressurisante pour les étudiants à qui on demande d'être, alors c'est un peu provocateur de dire ça, mais d'être un petit peu leur propre entrepreneur de leur parcours étudiant. Et de se décider assez vite, comme ils peuvent, avec Parcoursup ou autre chose, les trajectoires qui doivent être les leurs. Et puis, j'entends que l'université, avec la question de l'évolution du patrimoine, etc., l'autonomie, est devenue une université stratège. Et voilà, donc, enfin, je ne vais pas reprendre parce que ce qu'a dit Serge tout à l'heure me parle, il y a quand même des injonctions contradictoires, mais j'aurais envie de poser la question. Voilà, mais l'entreprise, on voit quelle est sa stratégie. Je veux dire, une entreprise qui doit vendre des voitures, elle va avoir comme stratégie, comme objectif, d'essayer de gagner des parts de marché. La stratégie de l'université, si elle doit en avoir une, je trouve qu'elle est beaucoup plus difficile à concevoir, parce que vous soulignez qu'il y a une mission de service public. Alors, il faut que les conseils d'administration et les présidents ne perdent pas de vue cette mission de service public, mais à côté de ça, il y a les injonctions financières. L'autonomie fait que les sous ne tombent pas du ciel, qu'ils sont sommés de gagner de l'argent. Donc, à certains égards, l'université se transforme et doit trouver des ressources propres, et ce n'est pas du tout la même logique. Et trouver des ressources propres, ça peut conduire à faire des choix de fermeture, de formation, de sites qui ne rapportent pas, ou qui coûtent trop cher, et on rejoint quand même la quadrature du cercle. C'est pas une question, enfin c'est une observation. Et dernière chose, alors vous avez répondu, moi je vous suis tout à fait sur l'idée que la concentration des moyens n'apporte pas nécessairement une meilleure recherche. En tout cas, c'est pas ce qu'on pense en haut lieu aujourd'hui, puisqu'on a été invités tous à fusionner, que récemment au niveau du CNRS, il y avait la volonté de concentrer les moyens sur certains laboratoires seulement au détriment des autres. Donc on est un petit peu à contre-courant, et pourquoi pas. Et après, il y a la question que vous évoquiez, la question, on parle un petit peu de lieu de recherche versus l'université de territoire.
Est-ce que c'est quelque chose... Et là, c'est compliqué parce que ça touche notre statut. C'est-à-dire que si on envisage, par exemple, de concentrer quand même un petit peu les lieux de recherche parce qu'il faut une masse critique de chercheurs qui puissent se rencontrer pour créer une synergie, donc il ne faut pas être 3 chercheurs à droite, 3 chercheurs à gauche, donc il faut un minimum que les centres puissent être concentrés. Les centres de recherche sont là où il y a les Master 2 et les doctorats, et à côté de ça, on pourrait, on envisage possiblement de conserver sur des territoires plus éloignés des licences où on ne fait pas de recherche, où il n'y aurait pas de laboratoire, mais avec ce problème que les enseignants qui vont être sur place se transforment en enseignants purs et simples et sont éloignés de leur labo de recherche. Donc voilà, et on entend parler un petit peu de ça, on entend cette volonté de dire on va faire des pôles de recherche quelque part, et des universités de territoire, entre guillemets, c'est un petit peu péjoratif, pour dire qu'on n'y fera que de la formation étudiante, et ça peut avoir des répercussions sur le statut de ceux qui vont y enseigner. Voilà. Ouais, non, mais là, je partage parce que c'est un des discours. Et puis bon, le discours des anciens LRS, bon, il est pétri d'un discours, enfin, je trouve, qui encore une fois, empiriquement, ne tient pas, quoi. C'est-à-dire, mettons le maximum de moyens sur les vrais labos d'excellence, et bon, empiriquement, encore une fois, quand même. Donc, on peut avoir, donc, c'est du choix politique, hein. C'est du choix politique. Après, il y a des récits différents, des choix politiques différents. Après, il faut voir quand même des éléments de preuve qui permettent d'asseoir un discours ou pas. Mais on pourrait avoir ce discours-là, finalement. Concentrons à mort la recherche sur quelques pôles, et puis pour assurer la formation, faisons des campus, on aura juste la licence de gens qui sont... mon sentiment, c'est que ce serait très très dommage, et que justement... Il faut apporter des éléments de preuve pour dire non, mais arrêtons de croire que c'est en concentrant à mort la recherche sur quelques lieux qu'on sera meilleur, qu'on fera plus de recherche. Parce que dans des échanges qu'on avait avec Michel Grossetti sur tous les travaux qu'il avait fait à l'échelle internationale sur des concentrations géographiques de la recherche, etc. Après, ils avaient croisé ça aussi avec de la donnée sur le rang des pays dans la production scientifique. Et bon, alors c'est un cas, mais quand même. Le pays qui avait été très très loin dans la concentration de la recherche, très très fort dans quelques lieux, c'était le Japon, et c'est un des pays qui avait perdu beaucoup dans son rang en termes de publication à l'échelle internationale. Donc cet a priori qui peut être, voilà, on se dit, ah bah oui, ça doit être normal, on va donner beaucoup de sous aux meilleurs, bah c'est bon, ça va le faire. Ça a l'air, c'est séduisant, et puis ça séduit beaucoup les politiques, hein, enfin voilà, hein. Mais en fait il est faux. Donc il ne faut pas arrêter de se bagarrer pour dire non, mais attention, c'est faux, donc c'est pas ça, il ne faut pas que ce soit ça la stratégie. Et après, quand même, il y a quand même un nœud énorme dans le problème, enfin, je pense qu'on partagera dans le SR, c'est à un moment donné, effectivement, il y a des injonctions contradictoires qui sont mises sur l'enseignement supérieur à la recherche, avec des moyens qui ne sont pas du tout à la hauteur des besoins, quoi. Enfin, à mon avis, à la base, c'est quand même ça, quoi. C'est-à-dire on aurait peut-être un peu mieux à répondre aux objectifs qu'on peut légitimement s'assigner, hein, si l'État, au sens large, investit comme il faut dans la recherche, à des fins de formation, de recherche et d'innovation. Et là, on n'y est pas. C'est quand même le point premier, j'ai envie de dire. Alors, soit l'État, soit les collectivités. Donc, les régions, à certains égards, prennent le relais. Vous avez dit tout à l'heure, la métropole intervenait. Je pense que la région Nouvelle-Aquitaine, les autres régions interviennent aussi. Mais c'est vrai que ça change les choses. Si on demande aux universités de développer donc, des stratégies pour valoriser leur patrimoine immobilier, comme vous l'avez dit, elles vont tout de suite monter un service de valorisation du patrimoine immobilier. Donc, il y a une part de leur budget qui, dès le départ, va être absorbée par des nouveaux services et qui sont légitimes parce qu'il va falloir valoriser ce parc et l'entretenir, mais du point de vue d'anciens chercheurs, ce sont des budgets qui vont ailleurs que dans les labos, ailleurs que dans la réfection des salles, etc. Et je ne sais pas si le parallèle est pertinent, mais ça m'évoque sur la question des coûts de formation étudiante, si vous voulez, en Angleterre, aux États-Unis, etc., ont montré que plus les coûts d'entrée, de formation étudiante, enfin pas de formation étudiante, mais de, comment dire, ce que doit payer l'étudiant pour aller à l'université est important, plus c'est une ressource importante pour l'université, et plus en réalité elle va développer des services de communication pour attirer le plus de monde possible. Et donc ce qui est gagné grâce à l'augmentation des coûts d'inscription est pour large partie perdu dans ces services de communication destinés à attirer ces étudiants. Donc on tourne un petit peu en rond, et finalement toujours à côté de l'investissement dans la formation ou la recherche.
Juste un commentaire sur ce que vous disiez sur les universités de recherche. Enfin, c'est typiquement le modèle américain, le modèle californien, hein, avec les colleges, les state universities, les universités de University of California. Donc en Californie, c'est ça, hein, la recherche ne se fait que dans les universités de California, les 7 ou 10 universités. Ça ne se fait que là. Et en fait, c'est en suivant un parcours qu'on va... Si on arrive au terme, on peut peut-être débloquer le passage à l'université du dessus et puis continuer et débloquer pour au final éventuellement accéder à la recherche ou une des universités de Californie qui fait de la recherche. Et certaines ne font, je crois qu'il y en a une qui ne fait même pas de formation. Donc ça n'est que de la recherche. Et il me semble, en tout cas, enfin, j'avais échangé avec un adjoint du maire de Bordeaux à l'époque, qui était donc Alain Juppé, qui était à l'origine donc, du premier, de l'appel à projet du premier PIA, qui avait fait les initiatives d'excellence dont l'objectif était de faire des grandes universités de recherche intensive. Et pour lui, donc pour son adjoint, qui était ancien président d'université à Bordeaux, c'était un modèle idéal. C'était un modèle, et puis c'était des échanges qu'il avait aussi. Voilà, c'était un modèle à attendre. Si on fait ça, pour rebondir, si on allait vers ça, par exemple, quid de la recherche très liée au territoire qu'on a sur New York dans le domaine des assurances. Vous voyez, si on dit c'est plus que de la formation. Et c'est de la recherche socialement ultra utile, quoi. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est pas juste... il peut avoir des lieux de formation et de recherche un peu partout sur le territoire. C'est OK pour former les jeunes, mais pas que. Il y a des enjeux forts quand même. Enfin, si on y croit à cette idée que les systèmes sociaux, finalement, au sens large, se nourrissent d'innovation, que cette innovation est née aussi grâce aux relations avec la recherche, il faut qu'on ait des lieux, il faut aussi qu'on ait des chercheurs qui voilà, d'une part, on supprime le continuum qu'il peut y avoir, ouais. Et puis l'alimentation qu'il y a entre un enseignant-chercheur qui va amener sa recherche et aussi cette appétence à la recherche dans l'enseignement qu'il dispense. Et de l'autre côté, il y a quand même une interrogation, là je l'ouvre, c'est que aujourd'hui on a 25% de la formation du supérieur qui est faite par des acteurs privés. Et dont une petite minorité d'intérêt général, mais une grande majorité qui ne l'est pas. Donc en fait, quel impact ça peut avoir ce type de modèle, sur en tout cas un marché qui fonctionne plutôt bien. Donc on a parlé. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce modèle de l'Université de Californie, c'est celui de Paris-Saclay qui a été envisagé. Alors, post-fusion, évidemment, hein, parce que toute la difficulté, c'est que quand on est un peu inscrit comme l'Université Paris-Saclay dans une mécanique de trouver des solutions post-fusion, donc la seule solution normalement qui devrait être envisagée au regard des textes, c'est précisément la non-fusion, et donc chacun rentre chez soi. Et c'est pas le choix qui a été fait, c'est précisément de réussir grâce à la mécanique grâce à un instrument juridique qui existe au sein de la boîte à outils, je dirais, du droit de l'enseignement supérieur, c'est l'association, et c'est réussir à mettre en place une grosse université chef de file avec 2 universités associées qui demeurent associées telles qu'elles sont, mais sans être fusionnées à l'intérieur, tout en mettant en commun des éléments qui peuvent, au fond, être en quelque sorte des invariants, quel que soit le territoire sur lequel on se trouve. C'est un peu ce schéma qui est envisagé. Je pense notamment, là, pour la peine, on va s'interroger sur les besoins des étudiants, parce que c'est ça quand même qui fait un peu le sens de notre existence. Sinon on n'a pas besoin. Il y a évidemment la recherche et puis l'utilité à la société. Encore ce qu'on peut en discuter très largement, de savoir qu'est-ce que c'est qu'être utile à la société. Est-ce que c'est vraiment concevoir des mécanismes d'IA ou est-ce que c'est plutôt étudier la culture politique générale, ça discute. En tout cas, pour ce qui concerne les besoins des étudiants, là on a des choses qui sont un peu plus concrètes. Les besoins d'un doctorant qui se situe, pour prendre notre exemple, à Évry, à Versailles, sur le plateau de Saclay ou à Sceaux, ou dans la vallée à Orsay,
il est le même. Ils sont les mêmes. Donc là, sur ce point, trouver un mécanisme qui fait qu'on est tous ensemble, à la limite, on peut tout à fait le comprendre. La différenciation qui va se faire, simplement, c'est sur l'employeur et les besoins, enfin les moyens que chaque employeur est en mesure de mettre, voire potentiellement l'ensemble des employeurs, quels sont les financements qu'ils réussissent tous ensemble pour le doctorat à obtenir, et puis ensuite à charge pour eux de se le distribuer en fonction de critères divers. Sur les masters, typiquement, là il y a un besoin qui peut être potentiellement un peu différent en fonction du bassin d'étudiants et du bassin d'emploi, puisque c'est plus du tout la même démarche que celle du doctorat et d'une inscription vraiment fondamentale dans la recherche. Les masters, on peut les différencier aussi en fonction des territoires et ne pas chercher, au fond, à avoir une sorte d'offre globale qui soit, au fond, la même à Évry, la même à Orsay, la même à Sceaux, la même à Versailles. Et inversement, plus on descend, en fait, plus les besoins de l'étudiant sont totalement divers. Et c'est la même chose pour les licences. On peut s'interroger aussi. Est-ce qu'une licence à Sceaux doit être véritablement identique à celle qui peut exister à Évry ou à celle qui peut exister à Versailles? Parce que précisément, les besoins des étudiants en fonction de leur bassin ne vont pas forcément être les mêmes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on s'interroge beaucoup à Saclay, parce que compte tenu de l'étendue du territoire du Grand Paris Sud, en réalité, c'est un peu ça quand même qu'on est en train de concevoir, il y a cette dimension d'aménagement du territoire qui se lie à la formation qu'on va fournir. C'est pas tellement sur la recherche en réalité que la question se pose. On peut faire de la bonne recherche à Évry, à Versailles ou à Saclay. La question se pose pas, je pense. En revanche, sur les formations, on est sur une démarche totalement, je pense, à différencier en fonction justement de ces besoins. Et c'est là que les territoires doivent être pris en compte, à mon sens, pour concevoir en réalité la structure même de l'université. Je crois qu'on est arrivé au terme. Allez, on a une dernière question. Mais on ne vous entendra pas. On ne vous entendra pas sur le... Je pense que c'est bien de... On vous donne le micro. C'est bon, il marche. C'est bon, on vous entend. Je suis du Maroc, je suis de passage, j'ai travaillé avant dans l'aménagement du territoire et j'ai bien écouté vos interventions qui sont enrichissantes, merci beaucoup. Moi, je pense que l'université est impliquée doublement dans l'aménagement du territoire. La première implication que je vois, que je qualifie de directe, c'est celui d'être à côté des acteurs, des principaux acteurs, en l'occurrence la commune et les autres départements en charge de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire. Et moi, je vois que cette implication est trop timide, parce que l'aménagement du territoire est trop politisé et les politiques n'ont pas intérêt à être concurrencés par quelqu'un qui va les déranger. L'université est impartiale, elle est neutre, elle est carrée. Donc je pense que la deuxième application, d'ailleurs, qui est la raison d'être, la raison ontologique de l'université, c'est la formation, c'est la sensibilisation. Et d'ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure l'impact économique qui est important, et vous avez omis d'évaluer ou de quantifier l'impact qui est social, qui est très important. Merci. Peut-être sur la première partie, je ne suis pas sûre de partager complètement votre avis sur la dépolitisation des universités. Je crois qu'il y a des travaux qui montrent notamment les liens forts entre les élus locaux, enfin, ou en tout cas les universitaires ou présidents d'université qui deviennent élus locaux
tout en gardant leur poste au sein de l'université. Donc il y a des connexions assez historiques et assez fortes là-dessus. Donc je modérerais peut-être la dimension d'établissement dépolitisé, même s'ils ont des trajectoires autres. Et il me semble quand même qu'il y a un vrai enjeu pour pouvoir... un facteur déterminant pour pouvoir être aménageur, et on l'a évoqué, c'est l'argent. Et qu'aujourd'hui, il y a des choix, vu que les rentrées d'argent sont ce qu'elles sont, il y a des choix qui sont faits. Est-ce que ça se justifie devant un conseil d'administration de mobiliser des ressources sur de l'aménagement qui pourrait être fait par des acteurs publics au détriment de la fonction première du service public? Voilà. Après, je réponds par des questions. Si je peux me permettre un élément de réponse divergent. Ok. Au regard de ce que vous venez de dire, pour une raison, toujours sur le même mode de ce sur quoi vous nous interpellez, c'est la dimension politique de l'université. Un universitaire n'est pas un homme politique. Il peut être politisé, il peut avoir des convictions, mais l'université va s'inscrire dans la cité, évidemment, mais est dans une démarche, normalement, qui est totalement coupée, c'est bien la logique, d'intérêts qui peuvent être liés à des problématiques électoralistes, qui peuvent être précisément d'avoir une sorte de réserve de voix pour d'éventuelles élections présidentielles, ce genre de choses. C'est pas du tout la logique d'un universitaire ou d'une université qui doit penser à la science. En tout cas, c'est comme ça que les modèles d'université et l'université est née, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne ou autre. La grande difficulté, c'est que précisément, c'est dans le cas français, en tous les cas, l'offre qui crée un peu la demande. C'est-à-dire que les universitaires deviennent hommes politiques, non pas parce qu'ils ont la vocation de l'être, mais parce que ils sont happés par un système qui fait qu'ils le deviennent. Et les présidents d'université qui deviennent acteurs politiques, pas que acteurs publics, les présidents d'université qui deviennent en réalité moins universitaires qu'administrateurs, et donc forcément inscrits, tous les cas, sur une pente qui les conduit vers le monde politique, oui, ça oui. Mais est-ce la véritable vocation? La réalité, c'est que les réformes successives que la France a connues depuis qu'elle a décidé de se doter d'une université telle qu'elle peut exister au niveau international, c'est qu'elle a créé un nouveau corps de l'État, c'est les administrateurs d'université. Et c'est là que la pente, pour moi, est assez raide, mais pas dans le bon sens. C'est qu'on en vient à oublier un petit peu l'enjeu véritable d'une université, qui doit avoir une politique, oui, mais pas une politique politicienne, une politique scientifique. Et c'est peut-être aussi la difficulté que l'on peut rencontrer dans ces fameux pôles d'excellence qu'on a voulu créer. C'est qu'on a mélangé, parfois, en ajoutant un certain nombre d'acteurs, cette politique scientifique avec de la politique purement politicienne qui n'avait pas lieu d'être à l'université, qui est un monde normalement qui doit un petit peu s'abstraire de toutes ces difficultés. Voilà, je ne sais pas si... Non, mais c'est parce que, comme ça a été dit, c'est que l'université a évolué. Enfin, c'est ça qu'on constate. Après, elle a évolué un petit peu. Moi, je trouve malgré nous, c'est-à-dire qu'on est universitaire, on s'est engagé dans un métier avec une certaine conception des choses, et puis on constate qu'on est dans un établissement qui va faire pour partie maintenant beaucoup autre chose que de la formation et de la recherche. Et à partir du moment où on donne le patrimoine aux universités, où on demande aux universités de gagner de l'argent, de valoriser leur patrimoine, d'être le campus dans la ville, etc., il faut des compétences. Et celui qui va présider tout ça, il n'est plus l'universitaire dont tu parles, c'est-à-dire peut-être le premier échelon de l'université dans sa tour d'ivoire qui fait de la recherche et qui pense à la neutralité de ce à quoi il pense. Il est, de fait, et à raison des réformes successives qui s'enchaînent, à un moment, il devient cet administrateur, et par la force des choses. Et on a envie de dire,
on ne peut pas lui en vouloir, parce qu'il n'y a pas de choix quand on a une telle responsabilité. On peut juste s'interroger sur cette évolution, mais en tout cas, c'est un fait. Je lui en veux pas, au contraire. Je ne vais pas lui en vouloir, mais je dirais plutôt qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension d'administrateur d'université qui est obligé d'entrer dans l'arène, j'ai envie de dire, et la dimension des politiques plus nationales ou plus régionales qui, eux, cherchent enfin, en tout cas, exercent une pression sur la manière dont l'université va se concevoir. Pas seulement va travailler, mais va se concevoir. Ouais, c'est toutes les politiques. En tout cas, ça laisse encore très largement le débat qui va nous permettre de voir que notre cycle annuel, qui devait être annuel, qui a commencé en décembre de l'année dernière, et donc devait être uniquement s'arrêter sur cette année, en réalité va se poursuivre, puisque nous avons un cycle à l'heure actuelle de 11 conférences, je crois. Peut-être même qu'on l'agrémentera de quelques-unes supplémentaires, on verra bien, en fonction des réflexions que nous menons, en même temps qu'en réalité on est en train de chercher. Le cycle se fait en même temps. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à Sceaux pour discuter de l'université et de ses missions, et en particulier de celle de l'aménagement du territoire, avec des perspectives qui sont extrêmement enrichissantes, parce qu'il y a des perspectives de pure recherche, des perspectives véritablement de vision territoriale avec des collectivités territoriales, et donc on est en plein cœur de notre sujet, et cette conférence, de mon point de vue, m'a beaucoup appris, et donc c'est mon seul petit point de vue qui est nouveau que ce qu'il voit, en tout cas m'a beaucoup plu et beaucoup enrichi notre cycle. Je vous remercie beaucoup. Prochaine conférence au mois de septembre sur l'enseignant-chercheur. Sur le métier d'enseignant-chercheur, qui va nous renvoyer aussi à cette universitaire, je dirais, de départ, parce que ne serait-ce que dans le mot enseignant-chercheur, ce petit tiret a-t-il véritablement un sens? En tout cas, on interrogera un petit peu son statut et son rôle. Merci à tous, à toutes et à tous.